Commençons par Chris Bosh, si tu veux bien. Chris Bosh, cas très particulier, 6 saisons sur la décennie, mais en vrai, on va voir qu'il y en a à peine 4,5, malheureusement. 18 points de moyenne sur la décennie, 34 minutes de jeu de moyenne sur les fois où il a été là. 13 000 minutes au total, c'est le 132e total de cette décennie. C'est quand même plutôt pas mal. On a aussi d'autres gens du classement qui sont autour de cette 130e place de minutage, 384 matchs. Au niveau palmarès et récompenses, les titres en 2012 et 2013, évidemment, avec un bon rebond offensif qui aide à obtenir celui de 2013. 6 fois All-Star, mine de rien. 6 fois All-Star sur cette décennie. Et 0 sélection All-NBA, par contre, pour lui. Et même si on étend ça à sa carrière, Chris Bosh a eu 11 sélections All-Star pour seulement une sélection All-NBA. Je crois que c'est l'écart, la disproportion la plus grande que j'ai jamais vue, moi. Mais bon, bref. On va pas s'étendre là-dessus. Alors, NBADraft.net et Draft Express, pas de comparaison de draft malheureusement pour lui. Il est un peu trop vieux pour ces sites-là, donc on n'aura pas de comparaison rigolote aujourd'hui. Par contre, on a des surnoms un peu loufoques de basketball référence. Je sais pas si tu les as checkés pour aujourd'hui. On a CB4, bon, très classique. Ouais. On a The Boshesaurus aussi. Parce que Ouais, ça me parle, ouais. tu l'as vraiment entendu celui-là? Ouais, bah, je l'ai entendu. Peut-être que en fait, je l'ai vu il y a 5 ans sur Basket Référence. Ouais. Oui, ça me parle. The Bostrich aussi et The King of the Dragon. Bon, voilà, très. Ça, je sais pas si c'est le très long coup qui fait que... Ouais, je crois qu'il était aussi utilisé un peu dans la série Game of Zone comme le dragon, tu sais. Ah oui, oui. Effectivement, il y avait une ressemblance, en plus avec les Raptors, la franchise, bref. Donc son parcours, rapidement, avant qu'on parle de sa décennie, il a déjà 26 ans au moment du début de notre décennie, et évidemment, ça commence avec, pile au début de notre décennie, la réunion du Big Three à Miami, la signature de Wade, Bosh et LeBron chez le Miami Heat, évidemment. Et donc, 2011, première saison pour lui dans cette décennie, il a plus de 18 points, presque 19 de moyenne, 36 minutes de jeu. Et il faut se souvenir qu'à l'époque, je pense que tu t'en souviens, c'était un peu vu comme un échec ou une saison sans, alors qu'il est quasiment à 19 points de moyenne. Bon, c'était un peu vu comme ça parce qu'il était franchise player avant et qu'il était à plus de 24 points de moyenne à Toronto avant ça. Mais bref, en playoff, ça va jusqu'en finale et contre Dallas, évidemment. Échec en finale contre les Mavericks. 2012, encore 18 points de moyenne. Il fait que 57 matchs cette saison-là. Alors, cela dit, c'est la saison du lockout, mais il a quelques blessures, notamment en fin d'année, pendant les playoffs notamment. Et puis en playoff, ça va jusqu'au bout cette année-là. Hein. Ça gagne les finales contre Oklahoma City. 2013, encore à 33 minutes de jeu par match, 16 points et demi de moyenne. En playoff, le titre évidemment, avec, comme je disais, un rebond offensif capital pour le tir de Ray Allen dans le corner au match 6. On connaît l'histoire. Je vais rapidement parce qu'on connaît l'histoire du 8. Hein. 2014, il est encore là, évidemment, bien sûr, titulaire, 32 minutes, 16 points et quelques de moyenne. Malheureusement, échec contre les Spurs du Beautiful Game en finale NBA cette fois-ci. Et puis donc, là, il y a un événement assez important, c'est la Free Agency 2014, où LeBron, d'un côté, s'en va, retourne du côté de Cleveland, et lui, je sais pas si tu te souviens, il y avait une affaire avec les Rockets, notamment, où il était très très proche, même Daryl Morey et Houston pensaient qu'ils avaient les Rockets. Même nous, je me souviens que moi, de l'extérieur, on avait ce sentiment-là que c'était fait, parce que notamment Miami voulait pas lui offrir un contrat maximum à Chris Bosh, et donc les Rockets de James Harden et Dwight Howard auraient pu avoir Chris Bosh en plus, ça aurait été fantastique. Oui, il y avait Chandler Parsons qui était dans l'histoire aussi, quoi. Exactement, ouais. Du coup, ils étaient prêts à s'aligner sur l'offre pour Parsons, mais finalement, il y a tout qui est parti en l'air, puisqu'au dernier moment, Pat Riley a offert ce fameux contrat max à Chris Bosh, du coup, il est resté. Et puis donc 2015, il fait 44 matchs, 21 points de moyenne, puisque c'est un peu le nouveau leader de l'attaque de Miami. Il a à peine 30 ans et malheureusement, on lui découvre un caillot dans le sang, donc un truc qui peut littéralement le tuer à tout moment. Donc c'est un peu dangereux. En février 2015, du coup, de cette saison 2015, donc il manque toute la fin de saison. Il y a de gros doutes sur la poursuite de sa carrière parce que c'est quand même un risque assez énorme d'un point de vue médical. Et puis 2016, il fait encore une fois une cinquantaine de matchs, 19 points de moyenne, mais encore une fois, ces problèmes de caillot, et cette fois, c'est fini pour de bon. Pareil, hein, au niveau de février 2016, il arrête pour de bon. Et en fait, c'est déjà fini. Et c'est un peu frustrant pour te lancer sur sa décennie et son profil, puisque, évidemment, il y a un problème de longévité, mais moi, je trouvais que sur les 4-5 ans où il a été là pour de vrai, c'était quelqu'un de très valuable, et peut-être même un peu plus que ce dont on se souvient aujourd'hui. C'est vrai que c'est un peu ce que tu disais, hein, avec sa première année au Heat vue comme une déception.
les attentes, bon, les attentes liées globalement à cette équipe et pas juste à Bosch étaient énormes. Et c'est qu'il a souvent été vu comme celui qui, au début, c'était le plus sacrifié, quoi. Et voilà, c'est vrai qu'on regarde son usage rate qui était, je crois, 28% l'année d'avant avec les Raptors et diminué à 23% directement lors de sa première année au Heat. Et avec ça, en plus, des questions un peu de rôle, je veux dire, au-delà même d'être passé de première à troisième option, il y a même un peu, voilà, un rôle plus globalement dans l'équipe, je veux dire, en termes de placement sur le terrain, en termes de création, finition, en termes de défense. C'est vrai que c'est un joueur qui, quand il est arrivé à Miami, voilà, hein, c'est le poste d'intérieur, et il y avait vraiment un peu un flou là-dessus sur comment on va bien pouvoir maximiser un peu Chris Bosh sans faire quelque chose un peu qui d'ailleurs est arrivé à Kevin Love, hein, d'en faire simplement finalement quelqu'un qui offensivement se tient dans un coin pour espacer le terrain et pas grand-chose de plus, quoi. Et, je pense qu'il y a quand même une vraie adaptation de la part du joueur, et notamment une adaptation sans doute défensive. Alors c'est vrai qu'il y aura eu le décalage après la sérendipité du small ball en 2012, où c'est sa propre blessure qui fera que des décalages seront amenés et que quand il retournera sur le terrain, il sera décalé au poste 5. Et je pense en fait que on a beaucoup parlé, hein, voilà, de cette adaptation offensive, c'est peut-être l'adaptation défensive qui a été la plus importante, où euh, il a été un peu, comment dire, le hit des Tres Amigos, c'est vraiment caractérisé par une défense très agressive, et peut-être même à quelques exceptions près, du moins si on compte les meilleures équipes de la décennie, sans doute la plus agressive. Et Chris Bosh, étant l'intérieur qui devait sortir agressivement à chaque fois et venir en rotation, avait un travail finalement, je sais pas si on pourrait dire assez ingrat, mais vraiment, du moins assez capital pour que le système fonctionne. Et là-dessus, l'adaptation a vraiment été très bonne. Cette équipe de Miami, je pense, restera globalement un peu dans les mémoires et pas de manière infondée, un peu un échec offensif, dans le sens où on s'attendait à mieux et qu'on voit bien que les pièces sont pas complètement matchées comme il fallait, à juste titre, et on y reviendra, je pense. Oui, c'était surtout le duo James et Wade peut-être qui s'est pas impliqué aussi bien qu'on aurait voulu, et même lui était un peu la... Je pense même un peu Bosch aussi, hein. Ouais, oui, ça. Mais comme je dis, je pense qu'on va y revenir un peu sur son profil offensif qui est, je pense, aussi un peu particulier. Mais défensivement, alors qu'à Toronto, Chris Bosh n'était pas réputé dans ce secteur et c'était pas complètement infondé, ce changement de rôle et globalement ce rôle dans l'inclusion de ce que voulait faire Spoelstra dans cette défense du Heat, je pense qu'on n'est pas loin d'avoir maximisé un peu les Tres Amigos et ce qu'il pouvait faire, quoi. Et Bosch en est l'une des grandes raisons parce que il fallait jouer le edge, le blitz, donc vraiment à chaque fois qu'il y avait un écran, sortir fort sur le porteur, donc être capable de ne pas se faire dépasser à ce moment-là. Bon, les porteurs de balles du début de la décennie n'étaient pas, je pense, au même niveau face à ce genre de défense que ceux de la seconde partie de la décennie. Mais véritablement être capable de sortir fort et après de faire les rotations comme il faut, quitte des fois aussi avoir des match-ups un peu bancals, il l'a vraiment fait très bien. Et je pense que il était, voilà, pour moi, LeBron James était sans doute le défenseur le plus important dans cette équipe. Mais Chris Bosh était, bon, il y a eu Batillé après, hein, mais dans des rôles plus faibles, mais Chris Bosh était peut-être le deuxième défenseur finalement le plus important de cette équipe du 8. Ouais, ouais. T'es toujours pas fan de Chalmers, c'est ce que je vois. Non, ouais. Je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Ça demandait un degré de mobilité que clairement tous les intérieurs de sa taille et même tous les intérieurs de NBA n'étaient pas capables. Et il y avait un peu ce côté où une telle défense agressive se reposait aussi pas mal sur ça, cette capacité. Moi, c'est vrai que il faut que je fasse un peu attention dans mon évaluation, que je fasse attention au what if, parce que j'ai un peu l'impression que c'était l'intérieur moderne, enfin entre guillemets, ça veut rien dire, mais l'intérieur parfait pour le jeu finalement post 2015, avec toujours plus d'espace et tout ça, donc avec cette mobilité en défense et en plus un côté offensif où il apportait du spacing. Donc il y a un peu ce côté où c'était l'intérieur parfait pour ce jeu-là, mais finalement il n'y a pas été trop, quoi. Il n'y a pas été trop longtemps. Et de la même manière, le début de décennie, on peut pas appliquer ça au début de décennie où c'était encore beaucoup plus
beaucoup moins d'espace, beaucoup moins de choses comme ça, quoi. Donc, faut que je fasse un peu attention, mais je me demandais, est-ce que c'était pas Chris Bosh secrètement un top 10 ou les top 15 joueurs de NBA sur la fin de les 2 dernières années du règne de Miami, 2013 et 2014, parce que il y avait à peu près tout, quoi. Il y avait du scoring de création, évidemment, qui était resté de Toronto, évidemment. Il y avait du scoring un peu off-ball, que ce soit par des cuts ou la verticalité d'intérieur classique, des rebonds offensifs, et puis aussi il y avait du spacing, le spacing qu'apportait donc un pivot ou un intérieur de manière plus globale et qui avait un impact énormissime d'un point de vue structurel. D'avoir ton pivot qui est capable d'écarter le protecteur de panier adverse dans ce jeu-là, c'était pas commun et lui il pouvait faire ça. Donc il y avait ce côté offensif, on-ball et off-ball avec du spacing notamment, et puis la polyvalence défensive de quand même, alors pas élite, mais de la bonne protection de panier parce qu'il était quand même plutôt grand et plutôt long. Et puis la mobilité sur pick and roll, la polyvalence même sur pick and roll, on peut dire, des switches occasionnellement. Enfin, je me demande à quel point c'était pas secrètement, et j'exagère un peu, mais c'était pas secrètement le top 15 NBA de l'époque où on s'est pas rendu compte que ça l'était. Et toi, je me dis, finalement, c'est du what if et c'est de l'exercice théorique et tout ce que tu veux, mais je me dis que LeBron James plus Chris Bosh, pour moi, ça aurait été une meilleure équipe que si tu enlèves Wade, du coup, que si seulement tu avais le duo Wade et LeBron et que tu enlevais Bosh. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, mais après, ce qui est compliqué, c'est que en fait, les 4 années des Tres Amigos, c'est aussi ça tombe pile poil au moment du déclin de Dwayne Wade, où t'as entre 2011 et 2014, pour moi, un énorme différentiel. 2011, Dwayne Wade te donne vraiment cette impression qu'il est l'un des 5 meilleurs joueurs de la NBA, quoi. Ouais, ouais, Comme il l'était d'ailleurs l'année d'avant. En 2014, t'as plus du tout cette sensation, quoi. ouais. Donc, voilà, il faut faire avec ce delta de Wade qui est important. Pour Bosch aussi haut, tu vois, j'aurais un peu plus de réserve, dans le sens où, alors que paradoxalement, voilà, hein, on parle de quelqu'un qui a dû faire qui a dû faire des sacrifices, qui a dû voir un rôle beaucoup plus diminué entre Toronto et Miami, à quel point Miami n'était pas en fait un très bon contexte pour lui, dans le sens où, si on passe d'abord du point de vue défensif, j'ai pas en tête quelqu'un qui avait une très bonne protection d'arceau. Je sais pas ce que tu as en mémoire. Non, pas marquant, on va dire. Ouais, ouais. Ouais, voilà, quoi. Pas très marquant. Et j'ai même pas en tête un peu que même sur drop, etc., au-delà de la protection d'arceau, dans le sens du placement, c'était un peu idéal. Et je me demande en fait si voilà ce système finalement assez agressif, on a toujours parlé que voilà c'était pour profiter des capacités athlétiques de Wade et de James. Et je me demande aussi si c'est pas aussi un peu ce qui collait mieux finalement à Chris Bosh. Et du coup, c'est vrai que défensivement, je me dis bon, on a profité à l'époque où il était encore très mobile, où la NBA ne l'était pas encore autant. Et je pense qu'il a profité d'un coach qui mettait ça en avant et mettait sa qualité défensive la plus forte en avant, tout en cachant du coup un peu ses faiblesses, quoi. Et pour ce qui est du offensivement, euh, Bosch était Bosch était un peu secrètement un joueur capable de mettre des tirs difficiles, Ouais. mais jamais un taux. J'ai pas en tête avec une rentabilité extraordinaire. En fait, il mettait des tirs difficiles, mais il était pas capable de générer beaucoup de tirs faciles, en fait. Ouais, on peut dire ça, et surtout un manque un peu d'association entre ces isolations qui pouvaient être au poste bas et une création collective plus ample derrière, quoi. Ouais. Et il y avait aussi même dans sa création, bon. Il a eu pendant longtemps cet avantage, comme il était au poste 4, d'avoir cet avantage de mobilité. Voilà, un Chris Bosh, au début de sa carrière, c'était vraiment quelqu'un qui fonctionnait beaucoup en étant face au panier, quasiment pas dos au panier, et qui profitait entre la menace de son tir et ses menaces de drive, de pénétration, voilà, de faire jouer le défenseur là-dessus, et sans jamais trop être capable d'aller plus loin. Alors je sais pas si c'était parce que ses capacités de création étaient finalement voilà, quelqu'un capable de mettre des tirs difficiles, mais pas au point, on va dire, à un Dirk Nowitzki de mettre complètement la défense en rotation. Et soit ça, soit qu'il n'avait pas tout simplement la vision du jeu et le jeu de passe pour pouvoir en profiter derrière, quoi. Oui, il y avait presque pas de passing ou pas du tout même, ouais. Et du coup, en fait, être dans ce rôle à Miami
où on a pu profiter, bah voilà, de la menace de son tir, un peu pour ouvrir, comme tu disais, la raquette, en plus décaler au poste 5, qui était, on va dire, un avantage d'un point de vue offensif, parce que face à des joueurs, du coup, encore moins mobiles et encore moins à même de s'écarter, et dans une équipe qui, défensivement, était capable de l'assumer, en partie grâce à lui, mais tous les contextes ne l'auraient pas non plus offert, et qui pouvait quand même de temps en temps lui offrir ses capacités un peu de finition et de pouvoir mixer un peu sur ce sans ballon sur ballon, mais qui fondamentalement est plus la traduction d'un rôle un peu plus faible que s'il avait été mis dans un rôle plus important, quoi. Ouais. Donc je me demande en fait rétrospectivement, alors que voilà, on dit voilà, Bosch est celui qui s'est le plus adapté et tout, c'est en partie vrai, mais peut-être en fait que c'était pour le meilleur, quoi. Mais du coup, est-ce que si t'es un peu dans ce rôle, comment dire, qui n'est pas ni la tourelle défensive, ni une première, voire même une deuxième option offensive, il est sans doute entre les deux. Je sais pas si tu vois, tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'il fallait pas mieux LeBron James et Chris Bosh que James et Wayne? À quel point Bosh pouvait être cette seconde option, notamment quand James était sur le banc et que du coup prendre un truc plus important. Il reste des questions en suspens qui font que ça, plus des aspects, on va dire, un peu plus faibles, pas de protection d'arceau, donc pas une grande malléabilité défensive, ce qui a joué contre le hit parfois. Hein. C'est leur un peu jusqu'au boutisme défensif qui a fait que c'était compliqué contre Indiana et qu'ils ont pris une leçon en 2014 contre les Spurs. Je trouve que finalement, et aussi au point faible, comme on disait, sa création collective, fait que ça fait, je trouve, un peu beaucoup pour le mettre 10-15 NBA, quoi. Ouais. Je parlais surtout de la fin du 2013 et 14 où Wade commençait un peu à tirer la langue, comme tu disais. Et c'était plutôt sur une réflexion sur un peu le profil théorique, finalement, de ce côté. Bah oui, la création, LeBron aurait pu prendre un peu la responsabilité qu'aurait pas eu Wade si tu l'enlevais. Et structurellement, ce qu'apporte la défense polyvalente de Bosch et en plus son spacing à l'époque qui était un peu inédit ou presque. Donc il y a un peu ce côté théorique et c'est pour ça que moi-même, voilà, je t'ai dit, est-ce que secrètement c'était pas un top 15 NBA et que j'ai dit aussi, faut que je fasse attention au what if parce que j'ai l'impression de plus tomber amoureux a posteriori du profil que ce qu'il a justement été réellement, pour le coup, pour te rejoindre un peu sur toutes les nuances que tu as dit, mine de rien. Alors, pour dire quand même, au niveau du scoring, hein, on est un usage autour de, enfin, pas autour, 22, 23, 20% et 20% sur les 4 années à Miami, ce qui est quand même un usage loin des usages de stars qui sont autour des 30%. Donc c'est quand même très restreint comme responsabilité, avec quand même des efficacités très très sympas. Hein. 105, 105, 111, 111, donc plus 5 et plus 11% sur cette période, c'est quand même plutôt pas mal. Après, c'est vrai que voilà, il n'y a aucun endroit où on recoupe un peu le côté défensif, un peu transcendant, ou en tout cas excellent. On ne le voit pas dans les stats, dans aucune stat, ni des all-in-one, ni on-off, ni rien. Et moi-même, je suis allé revoir plein de matchs de 2013-2014. Voilà, oui, effectivement, je suis plus amoureux a posteriori du profil théorique que de ce qu'il a été à l'époque, et il n'était pas dominant à ce point. T'as parlé du manque de lien offensif avec le pas de passing, effectivement. Mais voilà, c'est vrai que c'est un cas particulier, et malheureusement aussi, ce qu'on peut dire, c'est que on n'a que 4 vraies saisons sur cette décennie, parce qu'après, 2015, il fait une moitié d'année, 2016, il fait aussi une moitié d'année. Presque, ça compte pas, quoi, parce qu'en plus, l'équipe est pas au niveau, enfin bref, ça s'arrête très vite, quoi, finalement, pour moi, en tout cas, je sais pas toi, mais j'ai un peu cette déception que ce soit arrêté là, alors que ça aurait pu être un excellent intérieur pour le jeu, pour là où allait le jeu avec son évolution. Oui, je pense aussi. Surtout qu'en plus, on sentait une capacité à pouvoir s'écarter plus loin, quoi. Ouais. C'est vrai que pendant que tu discutais, j'étais regardé. C'est marrant, 2013 et 2014, c'est les années où son nombre de tirs qui viennent en fin d'une passe décisive n'ont jamais été aussi hauts, quoi. Vraiment un différentiel par rapport au reste. Et en même temps, c'est les 2 années aussi où, sur les tirs à mi-distance lointains, il est à 52 et 50% de réussite, quoi. Et c'est vrai qu'on voit que la fin de sa carrière, c'est 34, 38, 36% à 3 points. On sentait qu'il y avait quelqu'un qui aurait été capable de s'écarter un petit peu plus. Mais ça allait aussi finalement avec un rôle, vous voyez, un peu plus passif aussi au final, quoi. Donc, en même temps, voilà, c'était... Après aussi, il y avait le côté Bosch était devenu très pick and pop
et finalement assez peu pick and roll, hein. Oui, oui, oui. C'était pas non plus celui qui était le plus à même d'amener de la variation là-dessus. Et du coup, bah, c'est pareil, hein, ça c'était parfait pour Wade et James, mais peut-être que dans d'autres contextes, on aurait demandé un peu plus de verticalité, de pression vers l'arceau. Il aurait peut-être pas été celui qui aurait été le plus à même de répondre non plus, quoi. Ouais, ouais. C'est marrant d'ailleurs, t'as en tête beaucoup de séquences en short roll de Bosch? Non, mais en même temps, j'ai pas beaucoup de souvenirs de short roll à cette époque, à part Joachim Noah en 2014. Et c'est pas comme ça que t'allais défendre Wade et t'allais pas défendre Ouais, James ouais, et ouais. Wade. Bah, ils ont peut-être dû quand même à des moments recevoir des schémas plus agressifs pour les forcer à laisser la balle, mais bon. Non, mais même au-delà de ça, au-delà de ce passing en mouvement après pick and roll, c'était pas non plus quelqu'un qui, par exemple, tu lui donnais des possessions au poste bas pour créer avec lui ou poste haut, ce genre de choses que d'autres passeurs à cette époque pouvaient avoir, hein, des Kevin Love, des Joachim Noah, voilà, des intérieurs comme ça. Lui, il avait quasiment pas de passing, quoi. Donc, C'était un finisseur. ouais, c'est ça. Et ça l'a plus ou moins toujours été pour le coup. Ouais, ouais. Mais Non, mais finisseur, après il y a des moments c'était finisseur primaire, à des moments c'était un peu finisseur un peu plus indirect, quoi. ouais, puis il y avait toujours ce truc où, sur cette période-là, le hit parfois faisait se reposer à la fois Dwayne Wade et Chris Bosh, Dwayne Wade et LeBron James. Et donc, une fois toutes les 4 semaines ou 5 semaines, t'avais le match avec, avec Chris Bosh en tant que franchise player de Miami. Ça arrivait assez fréquemment, ça, j'ai pas mal de souvenirs. Mais oui, je pense que presque ma frustration de ces blessures, hein, de ne pas avoir eu la deuxième moitié, fait que j'ai un peu envie de surcompenser avec l'idée théorique de ce qu'il était. Mais effectivement, je pense qu'il est un peu plus bas que ça. Juste pour terminer, à moins que tu aies d'autres choses à rajouter, mine de rien, minutage de playoff, 2700 minutes. C'est le 22e total de la décennie, sachant qu'il a fait que 4 campagnes de playoff. C'est quand même pas mal, hein, 22e, 78 matchs, et en plus en jouant quasiment 35 minutes par match sur des campagnes de playoff. Donc. Et du coup, où est-ce qu'on l'imagine dans le classement? Toi, pour toi, il y avait un peu de duel avec Bradley Beal, tu disais. Oui, mais après là je suis en train de regarder les classements et je suis en train de mettre mes yeux sur la zone Conley-Ibaka. Ouais. Je sais pas où tu l'avais toi. Donc toi, Conley Ibaka, pour dire aux auditeurs, c'est autour de la 18e place, Ibaka pour l'instant. Ouais. Conley Euh, 19e place. moi, j'étais plutôt zone Joachim Noah 35. Donc Ah oui plus d'accord, bas. on a un bel écart. Mais aucune certitude sur mon évaluation. Pourquoi toi, quel point de repère t'avais un peu dans le classement à ce niveau-là? Après ça qui a la longévité, bah la longévité, comme tu dis en plus on a des demi-saisons. Mais bon, bah, tu vois en fait je préfère le pic de Chris Bosh Ouais. à celui de Holiday, de Conley, et peut-être même à celui d'Ibaka. Ouais, je suis Euh, d'accord. mais bon, il faut pondérer après avec la longévité, et là on parle de joueurs qui ont eu, en l'occurrence, cette longévité. Euh, tu le mettrais du coup toi en dessous de Kevin Love aussi. Euh, un peu, ouais, un peu parce que de facto, oui, dans mon classement, oui. Non, parce que Kevin Love, il y a 2-3 saisons de go-to guy, alors pas forcément de grande qualité, mais quand même. Et après, c'est de 4 saisons un peu de passagers. Mais peut-être que la longévité suffit pas à rattraper les deux, effectivement. Après, je sais que tu pondères plus la longévité que moi. Je l'ai déjà remarqué, parce que c'est vrai que moi, j'aurais tendance, tu vois, à dire, bah, je préfère avoir ces 6 saisons de Bosch qu'avoir les quasiment, j'imagine, 10 saisons de Gallinari, Batum et Matthews. Mais bon, c'est... Non, non, mais je n'étais pas du tout figé sur mon classement, donc ça me va de remonter. Surtout que tu vois, bon, comment dire. Ibaka fait quand même une décennie assez complète, mais en même temps, avec jamais l'apport offensif qu'avait Chris Bosh aussi, donc c'est pas fou non plus. Euh, ouais, j'ai aucune idée. Ou alors, en fait, c'est juste que Joachim Noah est trop bas aussi, hein, peut-être. Peut-être. Parce que après, c'est vrai qu'à Bosch, bon, comme tu dis, hein, t'as 6 saisons, il faut amputer des blessures, et après, derrière, t'as rien, quoi. C'est même pas un petit peu, c'est des Bah, c'est zéro ça, nada, ouais. quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que si tu pondères pas mal la longévité, bah, oui, ça doit chuter. Et c'est vrai que Noah, je sais pas combien cette saison à son pic. On va dire 5. Euh, 5. Peut-être une sixième avant d'aller signer au Knicks et après c'est fini, quoi. Donc, c'est pour ça que tu vois, ouais. Chris Bosh était à 4, 4,5.
Joachim Noah était à 5, mais c'est vrai que bon, peut-être celle de Chris Bosh était peut-être meilleure que celle de Noah. Je sais pas. Mais tu vois, ça se discute, hein, parce que Noah a plus d'impact défensif, peut-être. Enfin, sans doute même. Mais est-ce qu'au global, l'attaque compense ou pas? Si on se pose la question, c'est que c'est peut-être pas si éloigné que ça pour le coup. C'était un peu mon raisonnement, ouais. C'était un peu mon raisonnement. Après, tu vois, il y a un groupe là, le groupe Carmelo Anthony, Joe Johnson, DeMarcus Cousins. En fait, c'est peut-être eux qui sont mal placés, qui sont trop hauts aussi, Oui, hein, qui me peut-être. perturbent. Ouais, peut-être. Pour l'instant, Carmelo 23, Joe Johnson 24, et DeMarcus Cousins 25, même si lui, on a dit qu'on le descendrait. Ouais, après, je comprends ton raisonnement aussi, dans le sens où, tu vois, même des Gallinari, Batum n'ont pas des décennies complètes avec un haut niveau non plus. Ils ont maximum 5-6 saisons, grand max. C'est vrai que sur ces 5-6 saisons, c'était pas un rôle aussi important que Chris Bosh sur 4, quoi. Il y a ça aussi. Ouais, je crois qu'aussi j'aurais Joe Johnson beaucoup plus bas Ouais. après réflexion. Est-ce que Coupon, faudra peut-être rediscuter du classement de Joachim Noah alors? Je sais pas. Ouais. Bah, pour moi, tu peux le mettre pas très loin de Noah. Mais j'ai envie de le mettre pas très loin de Noah, mais pas très loin de Kevin Love non plus. Et sauf qu'ils sont très éloignés l'un de l'autre. C'est un peu le problème. Après, si tu veux remonter Noah, mets-le à côté de Noah, tu les remonteras de pair, quoi. Ouais, mais Noah qu'on avait aussi classé par rapport à Joel Embiid. Tu vois, Joel Embiid, il a 3 saisons. Après, c'est... Comment dire, c'est le château de cartes qui s'effondre peut-être, mais... Tu vois, Chris Bosh, c'est 4 saisons. Joel Embiid, c'est 3, mais 3 de haut niveau. Alors peut-être qu'il faut remonter tout le groupe Joel Embiid, Joachim Noah, Chris Bosh. Écoute, on va le mettre là pour l'instant. Je m'y pencherai encore plus. Je le mets avec Joachim Noah si ça te va. Ça me va. Effectivement, c'est pas impossible qu'on remonte tout ce groupe-là. Ok, faisons comme ça et on avisera pour la suite. Ok, alors petit quiz pour finir. C'est un qui joue ce match. C'est pas très simple, hein. C'est pas très simple, je suis désolé. Nous sommes le 5 janvier 2012. C'est un match où justement il y a ni Wade ni James. Chris Bosh en franchise player et où il met un buzzer beater pour aller en prolongation contre Atlanta. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs de ce match entre Miami et Atlanta, janvier 2012? Bah, tu auras Mario Chalmers, du coup. Il y a Mario Chalmers. Si c'est en 2012, Batillet a dû arriver. Ouais. C'est les titulaires ou que je dois donner ou les... Tous les joueurs que tu peux sur ce match. Aslem. Aslem, ouais. Joel Anthony. Ouais. Norris Cole. Norris Cole, ouais. Est-ce que Mac Miller était là ou il était encore blessé ou... Il n'était pas sur la feuille de match. Par contre, on avait un autre shooter. James Jones. James Jones, effectivement. Et puis, t'as fait le tour niveau Miami, à part, alors, Joanne Howard aussi était là. Là, oui, ça m'a pas beaucoup marqué. Ouais. Les restes de Joanne Howard et Dexter Pittman aussi. Ah. Et surtout, Terrell Harris. Est-ce que tu connais Terrell Harris? Non. Ça m'étonnerait. Il a fait 42 matchs en carrière. Et sur ce match-là, il a 43 minutes. Pourtant, je trouve qu'il a un bon nom de joueur NBA. Je sais pas pourquoi. Oui, Terrell Harris, ça sonne très bien, je trouve. Mais c'est un truc assez incroyable. Je te dis 42 matchs en carrière, mais pourtant sur ce match, 43 minutes jouées sur ce match-là, en prolongation, multiples prolongations. D'ailleurs, commenté par Charles Barkley à l'époque, qui au moment de l'égalisation au buzzer, qui donc force les prolongations, il dit « Oh purée, non, ça va continuer ce match. » Enfin bref. Et est-ce que tu en as, rapidement, du côté d'Atlanta? Atlanta, Horford devait être là. Ouais. Joe Johnson devait être là. Ouais. Josh Smith devait être là. Le meneur. C'était déjà Teague? Jeff Teague, ouais. Est-ce que Marvin Williams était encore là? Marvin Williams était là, effectivement. Alors, impressionné. Ah non, mais Marvin Williams, c'est comment dire, Atlanta, c'est c'est celui à la place de Deron Williams et Chris Paul, quoi. Pour toujours deuxième pick de draft devant Chris Paul et Deron Williams. Il est deuxième ou il est 3? Je crois qu'il est 2. Parce qu'il fait partie de la malédiction des deuxièmes picks. Après, on avait une ancienne star, méga star des années 2000. Est-ce que je pense que tu as oublié qu'elle était passée par Atlanta? Une méga star des années 2000, Grant Hill? Non, mais justement avec Grant Hill à Orlando. McGrady? Tracy McGrady, effectivement. Alors, on avait un pivot géorgien aussi. Il y avait Zaza, oui, ce que j'allais dire. Zaza Pachulia, ouais.
Alors on avait un Collins à Atlanta à l'intérieur, mais c'était pas John, c'était Jason Collins, un des deux jumeaux. Ok. On avait Ivan Johnson, je le cite juste pour dire coucou à Tom, qui nous a name droppé Ivan Johnson sur le Basket Lab Qui avait une bonne en tête, début d'année. oui. Oui. Et surtout, on avait le coach des Pelicans, Willie Green. Willie Green, effectivement, était dans cet effectif. L'homme qui faisait tomber Charles Barkley sur tous les Who he play for, tu sais. Bref, donc voilà pour ce match qu'a subi Charles Barkley à l'époque aux commentaires, avec donc un buzzer beater de Chris Bosh en tant que franchise player. C'était très beau.